La période de l'automne 1943, c'est-à-dire la période octobre-novembre 1943, a été une période clé pour la première DFL, en ce sens que le général Montgomery avait prévu une grosse opération pour liquider l'Africa Corps qui devait commencer sur le massif de l'Imeinat. L'Imeinat, c'est une sorte de promontoire qui, qui, qui domine la dépression de Katara. Donc il fallait partir d'un point extrêmement bas où même les chars s'enlisaient pour enlever cette espèce de piton. Donc c'était une mission très difficile qui avait été confiée à la première DFL. Cette mission, bien qu'elle ait été remplie, n'a pas connu le succès espéré par Montgomery. Il faut dire que la plus importante division de la 8e armée, c'est-à-dire la 7e division blindée, qu'on appelle souvent les rats du désert, n'ont pas fait mieux que nous, entre parenthèses. Bon. Alors, après cette opération, la DFL, sous couvert de compléments, d'effectifs, de matériel, etc., a été un peu mise au placard. Et au moment de l'offensive même d'El Alamein, la première DFL a fourni ce qui s'est appelé à l'époque la colonne volante. Dans les nomenclatures anglaises, on retrouve même Free French, Flying Colonne, etc. Et qui a été constituée, et il faut bien le dire, parce qu'il y avait à peu près de meilleurs à la DFL, à savoir des unités entièrement blanches, c'est-à-dire le premier SPAI, qui était un régiment de cavalerie rallié après la Syrie, la compagnie de chars de la DFL, qui a été une unité phare de la DFL, parce que c'est une unité qui, lorsqu'elle est partie d'Angleterre, était composée à peu près à 80% d'universitaires. Donc ça représentait la fine fleur de la jeunesse française. Et s'y était ajouté le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, qui s'était déjà illustré dans la première campagne de Libye, à Bir Hakeim, etc. Donc les combats qui visaient à poursuivre l'Africa Corps ont vu la participation de la DFL sous forme d'une colonne volante. Bon. Cette colonne a très bien marché. Elle a tenu un rythme un peu différent jusqu'au méridien à peu près de Sirte. Et le 22 et le 23 février 1943, cette colonne volante a pénétré dans Tripoli. La petite histoire dit que c'est les gens du BIM qui sont arrivés les premiers, c'est tout à fait possible. En tous les cas, le 22 et 23 février 1943, le lieutenant-colonel Dio, qui était l'élément d'infanterie essentiel de la colonne Leclerc qui venait du Tchad, a rencontré à Castelbenito le général Leclerc qui est arrivé en avion. Il y avait trois patrons en fait, il y avait Dio, il y avait Faré et Leclerc. Et Leclerc a élaboré, a fait part de son opinion pour poursuivre la campagne. Alors il faut dire que la colonne, ce qu'on appelait la colonne Leclerc, qui était partie du Tchad, comportait environ 5000 hommes, dont environ 850 Européens. C'est une unité extrêmement mobile qui a été rompue aux techniques du désert et qui avait parfaitement bien marché. Donc les Free French se sont retrouvés après cette liaison à Tripoli. Alors le général Leclerc a proposé
une stratégie, entre guillemets, parce que la 8e armée, arrivant à Tripoli, butait, pour pénétrer en Tunisie, elle butait sur les fortifications de la ligne Marette, qui elle-même s'était établie sur le massif des Matmata. Leclerc a considéré que ce n'était pas une guerre pour lui d'aller se coltiner contre des blocos, et il a décidé une action mobile qui a consisté à passer par le sud-ouest. Donc de Tripoli, il a mis le cap sur le sud-ouest, contournant les Matmata par le sud. Son but était d'aller en direction du Grand Ergue pour remonter vers le nord, de façon à couper toutes les voies d'accès dont aurait pu profiter l'Africa Corse. Alors il faut dire que le général Leclerc a été proposé son plan au général Montgomery, qui a adhéré, mais dans ses mémoires, le général Montgomery dit qu'il ne pensait plus le revoir. Donc autrement dit que ça pouvait réussir, mais avec des pertes quasi totales. Alors telle était l'intention du général Leclerc. Et il a obtenu du général Montgomery la priorité absolue pour ce qui était appui aérien. En plus, il a été mis à la disposition du corps d'armée du général sud-africain Freyberg, qui est un francophone et un francophile remarquable. Donc voilà le cas de figure au départ. Alors cet élément part en direction du sud-ouest et à environ 90 km environ de la frontière, de ce qui est actuellement la frontière tunisienne, qui était toujours d'ailleurs, il a infléchi vers le nord. Et c'est là où il a rencontré les premières forces allemandes. Parce que les Allemands avaient mis sur pied un groupement qui avait épousé une thèse similaire, mais inverse à celle du général Leclerc. C'est-à-dire, ils avaient débarqué à Tunis. Ce groupement Kiel avait commandé des unités allemandes à Berakem. C'était un chef allemand connu des Français. Bon, il est descendu nord-sud, alors que Leclerc montait sud-nord, et l'échelonnement a été tel que les combats se sont trouvés à partir d'une zone un peu au sud de Ksarilan et qui s'est étendue jusqu'au parallèle de El Hama Gabès. Alors c'est un terrain épouvantablement difficile, constitué de roches, d'ouadis, où il n'y a que du caillou, hein, et où la guerre, entre guillemets, se fait par simili-embuscades, hein, tout ce qui était canon, anti-char, etc. Vous vous attendez à un coin d'ouadi et vous tirez à 700-800 mètres. Et d'après les anciens, moi j'ai fréquenté le général Odo, qui était chef de peloton à l'époque au 1er Spahi. J'étais très ami avec le commandant d'Ivry, qui commandait la compagnie de chars. Et eux, donc, ont continué toute la campagne avec le 2e DB. Et ils m'ont toujours dit que les combats centrés sur Ksarilan, l'Oued Gargour, il y a encore d'autres noms à mettre là, on les situera plus tard avec une carte, ont été les plus durs qu'ils aient connus durant toute cette guerre. Les pertes ont d'ailleurs été considérables. La seule compagnie de chars, en deux journées de combat, avait perdu 8 de ses 12 chars. Alors, le mouvement a très bien réussi, au point qu'il y a eu un regroupement dans les parages de Gabès,
Et la 8e armée Montgomery a organisé une parade à Gabès. Et à cette parade a été invité le général Leclerc. Il y avait également le roi d'Angleterre, Georges, je ne sais pas combien, 6 ou 7. Bon. Et le général Montgomery a eu le fair-play de présenter Leclerc au roi en lui disant « Sire, sans le général Leclerc, nous ne serions pas là aujourd'hui. » Et d'ailleurs, ce point de vue faisait suite à un télégramme qui est resté célèbre dans les annales de la colonne Leclerc, de la force L, hein, après quelques journées de combat, etc., et ayant bénéficié d'un très fort appui de la RAF, qui avait amené donc un fort repli allemand. Montgomery a envoyé un message à Leclerc en lui disant simplement « well done ». En bon français, ça veut dire « bien joué ». Après ça, la force L a continué vers Kasserine, où elle a œuvré au profit de la brigade blindée légère américaine qui était commandée par Patton et qui venait de se coltiner avec les premiers chars Tigre allemands qui avaient fait des dégâts considérables chez Patton. Et les dégâts qu'ont provoqué les hommes de Leclerc dans ces unités a permis à Patton de se refaire. Et Patton en a eu une reconnaissance, en sens qu'il a renvoyé l'ascenseur au moment où il fallait choisir une division pour rentrer dans Paris, et la 2e DB était désignée, mais l'action de Patton à ce moment-là a été décisive. Alors ce que je n'ai pas dit au début, c'est que cette force, elle, s'est appelée à un moment donné 2e DFL. Et c'est le général Delharminat qui coiffait l'ensemble de la 1re DFL, restée à Gambout, et de la force L qui agissait dans le sud tunisien. Et ceci m'amène à combler une lacune au début. Après les préparatifs pour El Alamein et les combats de l'Imeinat, il faut bien dire que le gros de la DFL a été mis au placard. Comme la division a reçu mission de protéger les aérodromes côtiers. À l'époque, il y avait des aérodromes, tous les 8-10 km, il y avait un petit aérodrome. Et cet ensemble d'aérodromes est passé sous responsabilité de la DFL, qui peu à peu s'est centré sur Gambout. Gambout, c'est grosso modo à la frontière d'Égypte et de Libye. Et la DFL ne devait quitter Gambout qu'en avril 1943 pour rejoindre la force L au pied du massif de Zagouan pour donner le coup de grâce à l'ensemble des forces allemandes. Alors on peut épiloguer là-dessus évidemment en gardant la lorgnette sur la DFL à travers cette colonne volante, je rappelle, constituée par le 1er SPAHI, la compagnie de chars et le BIM. Le brouillon, si on peut dire, de la future division blindée était fait parce que après les combats de Takruna, les combats ont pris fin le 13 mai. Nous étions regroupés avec la force L. Nous étions cantonnés dans la région d'Amphidaville, à peu près entre Sousse et Amphidaville, ou dans le Cap Bon. Et le trop gros flux d'engagement en provenance des forces d'Afrique du Nord a amené le commandement français à obliger tous les FFL à repartir en Libye. Nous, la DFL,
a été cantonnée à peu près centrée sur Zouara, et la force L s'est retrouvée cantonnée, centrée à peu près sur Sabrata. Dans les accords passés au moment d'Anfa et après, il avait été décidé que, je crois, les Américains équiperaient 3 divisions blindées. Et le général de Gaulle tenait à ce qu'il y ait une division blindée, origine FFL évidemment. Et donc l'ensemble qui s'est trouvé bivouaqué à Sabrata, c'est-à-dire le régiment de Spahi et la compagnie de chars, se sont trouvés parfaitement positionnés pour constituer un premier noyau. Le régiment de Spahi, il n'y avait rien à retoucher, c'était un régiment intégral. La compagnie de chars avait comme caractéristique d'avoir un échelon ultra abondant qui a permis, avec les 2 autres compagnies, une qui était en Angleterre, l'autre qui était au Nigeria, de former le 501. Alors, ça a été disons, une fin, hein, ça a été un peu le début de la fin de la saga FFL, qui a pris fin officiellement le 31 juillet 1943. Hein. Cette saga, elle permet quand même de conclure que une grosse partie, une partie tout au moins, des forces de la première DFL a servi à constituer le noyau de la deuxième DB. Alors, il y a un point sur lequel je suis passé peut-être sans en parler. Après Kasserine, la force L a été la première à arriver à Kérouan, le 12 avril 1943. Et là, Leclerc a décidé de faire une base arrière qui a été confiée au commandant Ozer, secondé par le capitaine Bouletreau. Et cette base arrière a toujours subsisté et elle a aidé à constituer à la fois la première DFL et les éléments de la deuxième DB, en ce sens que tous les engagements qui provenaient des forces d'Afrique du Nord se regroupaient à Kérouan. C'est un point particulier à souligner. Voilà.